Ayant travaillé sur l'adoption au Québec, j'ai effectué, suite à mon terrain dans Charlevoix, des recherches sur les crèches. Entre 40 et 60 au Québec, sur le système des crèches, toujours dans le cadre de ce projet Paradis. Hein. Et ce qui a donné lieu à mon travail qui s'appelle Enfant de Dieu, enfant du péché. C'était relié à la parenté spirituelle parce que, à la différence des protestants, pour les catholiques, le mariage est un sacrement qui donne droit d'avoir des enfants. Mais donc, qui donne droit d'avoir des enfants, c'est ça. Et d'autre part, dans la tradition catholique, avant d'être enfant des hommes, on est enfant de Dieu. Donc, ce qu'on appelait les filles mères à cette époque-là, bon, n'étaient donc pas mariées, n'avaient pas reçu le sacrement de mariage, et donc ils n'avaient pas reçu l'autorisation d'avoir des enfants non plus. Donc, comme vous savez, c'était l'honneur des familles qui jouait là aussi, donc on les envoyait ailleurs et elles travaillaient dans les crèches jusqu'à ce qu'elles aient accouché et puis et même un certain temps après. Bon, donc dans ce travail, c'était à la fois un travail sur qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être enfant du péché. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'est en adoption, au Québec, on adoptait des filles de façon majoritaire. Alors, quand vous demandiez aux gens pourquoi, des filles c'est plus joli, c'est plus facile à élever, etc., certainement le patronyme se dilue quand elles prennent le patronyme de leur mari aussi. Mais en tout cas, comme vous savez, ceux qui n'ont jamais été adoptés au Québec, enfin qui sont restés sur le carreau, les orphelins du Plessis, comme on les appelle, c'était largement des hommes qui n'ont jamais été adoptés. Et j'avais travaillé aussi sur donc beaucoup de filles. Les crèches à cette époque-là, enfin, vous alliez les visiter certains jours. Vous pouviez visiter. La question que j'avais posée aux gens, mais comment vous avez su que c'était... Et lui ou elle, alors ils expliquent que des fois c'était l'enfant qui s'était jeté dans leurs bras, qui les avait regardés. Enfin, il y avait un appel réciproque de quelque chose qui faisait, un signe qui faisait que. Donc, c'était des filles, c'était des enfants choisis. Et ça, quand on leur disait ce sont des enfants adoptés, ils répondaient aux autres. vous avez eu ce qui est arrivé, nous on les a choisis. Bon, c'était la parenté donnée versus la parenté choisie, la parenté élective. Et vous pouviez choisir le nombre d'enfants que vous aviez, le sexe, etc., l'âge, bon, et puis même voir ce que ça donnait. Donc, ça a été ça, tout en ayant d'autres éléments, comme j'expliquais, où on biologisait aussi en disant, avec l'image du cordon, enfin, et de la greffe, enfin, il y avait des images comme ça aussi. Donc, au Québec, le système d'adoption était organisé par religion à cette époque-là, c'est-à-dire il y avait 3 systèmes différents. Le système catholique, enfants catholiques ne circulaient que dans des familles catholiques, et on a même envoyé des enfants dans des familles catholiques en France, à un moment donné, aux États-Unis, mais bon. Il y avait, les protestants avaient leur propre... ce qui montre bien que le nationalisme était religieux à l'époque, beaucoup plus que très très clairement. Il y avait donc au Québec aussi, les Juifs avaient leurs organismes d'adoption et les protestants les leurs et les catholiques les leurs. Et j'ai regardé qui adoptait des enfants et combien, bon, alors qu'ils auraient pu en adopter tant et plus puisqu'il y en avait plein, il y en avait trop. Mais ils se limitaient. Ils choisissaient, ils en choisissaient 2, mais pas plus, enfin pour 2, 3... mais c'était rare d'avoir des familles adoptives plus grandes que ça. Ça avait été une de mes interrogations.
Et pourquoi pas plus, puisqu'il y avait possibilité. Et aussi, ce qu'il y avait, des fois on savait qui était la fille mère, et il y avait récupération dans la famille élargie, c'est-à-dire on voyait une femme qui avait déjà eu plein d'enfants, et puis qui se mettait à adopter, et qui disait qu'elle était encore bonne des enfants, et puis voilà. Et c'était vrai, il y en avait qui adoptaient pour des raisons chrétiennes, humanitaires, qui adoptaient d'autres parce qu'elles voulaient aussi avoir des petits-enfants, elles aimaient bien ça. Il y en avait d'autres qui récupéraient comme ça des enfants de leur parenté, enfin, à travers ça. Et c'était un discours, j'avais comparé les discours des personnes qui n'avaient jamais eu d'enfants, des parents adoptifs qui n'avaient jamais eu d'enfants, et des personnes qui avaient eu des enfants puis adoptés. Et alors, elles, vraiment, que ce soit biologique ou pas biologique, celles qui avaient déjà des enfants, c'était pas leur problème. Enfin, c'était pas du tout. C'était pas dire que c'était. Ça n'avait plus vraiment aucune importance. Enfin, plus aucune importance. Et ça m'avait frappé aussi. Donc, travailler sur ces aimants-là, étatiques, religieux, la politique était religieuse, enfin qui était assez, la politique des familles aussi, et puis des filles, plutôt que des garçons. J'avoue que j'ai après ça, dans un autre projet, on m'a demandé de témoigner, savoir si on devait ouvrir les archives. C'est-à-dire parce on avait promis à ces femmes l'anonymat, qui accouchaient l'anonymat. Bon. Et dans le mouvement Retrouvailles, il y avait beaucoup de gens qui voulaient retrouver. Hein. Et j'avais argué que dans beaucoup de cas, ces femmes-là étaient déjà décédées, il pouvait y avoir des frères et des sœurs, donc j'avais dit que si elles étaient décédées, à mon avis, les temps avaient changé et qu'on pouvait ouvrir les dossiers, enfin avec les frères, les sœurs, etc. Le jugement était non, qu'on avait promis à ces femmes l'anonymat et qu'on ne pouvait pas passer au-delà. Enfin, pour moi, ça avait été une question d'ouvrir tous ces dossiers sur l'adoption au Québec. Donc, après, j'étais donc sur le thème de l'adoption, et puis j'ai ouvert, après ce terrain dans Charlevoix, j'ai regardé l'adoption internationale. C'était la continuité de l'adoption que j'avais étudiée, le système des crèches, etc. L'adoption internationale. J'étais toujours sur l'adoption. Et au Québec, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient d'Haïti, à cause des liens particuliers qu'il y avait. Il y avait aussi des enfants de la Chine, bien sûr. Bon. Et là, j'ai réfléchi comme anthropologue et je me suis dit, bon, alors, Haïti, c'est proche. J'ai essayé d'apprendre le créole à l'UQAM. J'ai appris quelques mots de créole. Et j'ai pris un cours de créole. Bon, je ne suis pas très douée pour les langues. Mais il me semblait que c'était quand même plus compréhensible, enfin, plus proche. Et j'avais travaillé en Afrique, hein, et il y avait quand même une population en Haïti qui, bien sûr, il y a très très longtemps, mais en lisant des choses sur Haïti, je retrouvais des choses quand même que j'avais étudiées ailleurs. Donc ça me paraissait intéressant d'aller travailler sur Haïti. Alors, je suis rentrée sur le terrain à Port-au-Prince, et là, évidemment, Haïti, vous savez ce que c'était, enfin, et c'était une anarchie assez violente. Et dans mon projet, ce qui m'avait frappé, enfin, pourquoi je voulais travailler aussi sur Haïti, en dehors des questions que j'avais dit, c'est on sait très peu de choses sur les gens qui abandonnent ou qui donnent ses enfants. Je voudrais voir un peu de quoi il s'agit. Et c'est là où j'ai pu faire ça très indirectement, parce que justement à cause de cette violence, parce que la plupart de ces familles venaient de Cité-Soleil. Or, Cité-Soleil était près de la mer, il y avait tout le trafic de la drogue dans Haïti, c'était violent, ça tirait partout des coups de feu, et j'ai compris, après avoir eu très peur, parce que c'est passé pas très loin,
que c'était pas. D'ailleurs, les gens m'avaient dit, tu ne peux pas aller à Cité Soleil, enfin c'est trop dangereux. Tu ne peux pas travailler à Cité Soleil, c'est trop dangereux. Donc, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que une partie de l'originalité de ton projet était de dire, oui, on parle toujours des parents adoptifs, de l'adoption internationale, etc., mais qu'en est-il des donneurs? Et puis, à Port-au-Prince, il n'y avait pas de système d'État uniformisé. Hein. C'était des personnes, on apprenait que les crèches existaient de bouche à oreille. C'était des organismes religieux, dans certains cas, même des personnes qui montaient leur propre crèche, des organismes internationaux aussi. Donc, sans système unifié, ni de subvention, ni de... Donc, je suis allée, bien sûr, j'ai fait le tour et j'ai fait des enquêtes qui ont des fois été très, 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 très dures, parce que j'ai vu des choses épouvantables, enfin affreuses. Affreuses, et dans d'autres crèches, très bien... Vous avez des orphelinats où il y avait tous les enfants que personne ne voulait en adoption, les sidatiques, les sidéens. D'autres où ils étaient dans un état de malnutrition affreux. Enfin, je m'en suis occupée dans certains cas, et dans une crèche en particulier. Et d'autres où, au contraire, c'était plus scandaleux que les enfants de la rue, parce que les enfants de la rue à côté étaient mal nourris, ça se voyait, et eux, ils étaient trop bien nourris, ils allaient partir ailleurs. Donc c'était choquant, et il y avait cette difficulté aussi pour les gens qui travaillaient là-dedans, en disant, mais quels enfants, finalement, avec qui on travaille? Est-ce que c'est pour ceux qui vont être à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on fait pour ici? Donc une tension à toujours essayer de garder un peu d'argent pour les jeunes d'Haïti, qui faisait que le système était vraiment, dans certains cas, très, très, très limite. Enfin, très limite. Bon. Et dans une crèche, j'ai pu avoir accès sans dossier. Cette personne avait pris soin de prendre des photos de famille, et puis un petit peu des éléments de généalogie, mais enfin très fragmentaires, parce que quand on vient abandonner un enfant, on n'a pas très envie de parler de tout ça. Hein. Donc, mais c'était un peu l'histoire, c'était quand même, elle avait essayé de ramasser l'histoire de pourquoi ces enfants se retrouvaient dans le système d'adoption. Et donc, j'ai ces dossiers-là sur lesquels j'ai travaillé, qui étaient le plus près de ce que je pouvais savoir de pourquoi est-ce que ces enfants sont remis en adoption. Et j'ai travaillé aussi pourquoi, c'était très simple, c'était l'abandon des femmes, parce que les femmes avaient accès à un mari via l'enfant. S'il partait, l'enfant, etc. Il y avait la pauvreté, mais crasse, absolue. Il y avait le système qui existait auparavant où des enfants étaient envoyés en fosterage dans des familles beaucoup plus riches, où à la fois ils avaient un petit peu des fois d'éducation, ils servaient dans ces familles-là qui les élevaient, qui leur donnaient un petit peu un apprentissage. Et avec l'émigration des élites en dehors d'Haïti et l'effondrement de la classe moyenne, ce système de reste avec était devenu de plus en plus abusif, et puis les gens trouvaient très peu aussi de ressorts. Il n'y avait pas assez d'emplois, et en plus la condition des enfants, il y a eu des études faites par l'UNICEF, n'était pas du tout extraordinaire. Donc, si vous voulez, il y avait différents éléments. Il y avait bien sûr la surpopulation, la pauvreté, l'instabilité politique, les morts, parce que les parents décédaient aussi, il y avait ça. Et puis il y avait l'effondrement finalement d'une société, et de ce qu'elle faisait auparavant. Donc, ce qui m'avait frappé aussi, j'ai quand même parlé à quelques parents adoptifs. Quand j'étais dans les crèches, je les ai vus des scènes déchirantes.
enlever les chaussures parce que ça servirait à un autre enfant. Bon, ou au contraire les amener peut-être en petite mariée. Bon, les voir arriver, c'était pas drôle. Enfin, c'était pas très très drôle de voir ça. J'ai regardé aussi comment les parents venaient le réceptionner de l'autre côté. Bon, c'était pas très très gai. Mais j'ai parlé à quelques parents et eux, ils signent toujours. Ils signent toujours un papier. Ils doivent signer un papier disant que cet enfant est abandonné. Pour être adoptable, un enfant doit être abandonné. Alors on leur explique tout à fait que vous abandonnez votre enfant, c'est bon. Et ils disent toujours oui. Mais vous les interrogez derrière, eux, ce qu'ils connaissent, c'est le système de fosterage, c'est-à-dire un enfant, ça vous revient toujours. Enfin, ça peut circuler, ça peut être prêté ailleurs, mais très très peu envisageaient l'adoption comme étant quelque chose, une rupture terminale définitive. Enfin, il n'était pas placé comme reste avec quelque part, il allait à l'extérieur là-bas. Et d'ailleurs, c'est pas forcément faux, parce qu'il y a des gens qui retrouvent des enfants qui ont été adoptés ici, enfin plus tard, qui envoient des personnes, etc. Donc, mais autrement dit, c'était un clash entre deux systèmes. L'adoption n'existait pas. Enfin, la voie du sang est très forte en Haïti. L'adoption telle qu'elle n'existait pas, ou très rarement, quand vous n'aviez pas d'enfants. Ce qui existait, c'était, comme je dis, le fosterage, le fait que les enfants partent dans des familles plus riches, etc. Et tout ça. Et donc, c'est le cas dans beaucoup de sociétés, certainement africaines et autres, enfin, que jamais il s'agit d'une rupture brutale. Ça peut être une addition de parenté, etc., mais pas ça. Et la convention qui règle l'adoption internationale ne reconnaît que l'adoption plénière. L'adoption simple n'existe absolument pas, l'adoption plénière existe. Donc, j'ai fait cette étude sur Haïti. J'avoue que j'ai trouvé ça excessivement dur. Et j'avais une crise personnelle aussi, mais je veux dire, je me suis fait presque tirer dessus. Donc, je suis sortie du terrain et j'ai pas été la seule. Il y a un article d'un American Ethnologist, de quelqu'un qui travaillait aussi sur des questions très semblables d'enfants dans les orphelinats, etc., qui explique pourquoi il est sorti du terrain et à cause de cette violence-là, à cause de cette violence. Bon. Ça se discute. À chaque fois, je me dis maintenant, oui, pourquoi pas retourner, suivre. C'était une sortie de terrain cette fois-là. Oui. Par le fait que c'était très taxant au niveau personnel de voir ça tout le temps, enfin, et très très dur. Et que voilà. Alors, ça a quand même donné lieu à des articles, et puis ça a donné lieu aussi à quelque chose que j'ai développé par la suite ici avec d'autres collègues, c'est-à-dire j'ai vu que parmi l'adoption qui venait d'Haïti, il y avait des Haïtiens installés au Québec qui adoptaient pour faire venir. C'est une autre façon. Vous voyez, c'est toujours le fosterage. Comment ça s'adapte à l'immigration, etc. Et donc, qu'on était confronté avec l'immigration et avec les choses terribles qui se passent, où les papiers disparaissent aussi dans différents endroits. Je veux dire, il y a des fois, c'est vraiment des orphelins, à toute une population qui est immigrée ici et qui fait venir soit des orphelins, soit des enfants pour les faire éduquer, etc. Enfin, une autre façon, en les adoptant. Donc, j'ai travaillé sur l'adoption intrafamiliale internationale à partir d'Haïti, dans un projet qui nous avait été demandé par le secrétariat de l'adoption internationale, qui se rendait compte que l'adoption était en train de changer, il y avait tellement de questions différentes, de se diversifier, de changer, et qui donc nous avait demandé à une équipe composée de Carmen Lambert, une juriste, Françoise Romaine-Ouellette, et moi-même, de travailler sur les ajustements du droit à l'adoption internationale. Alors là, on a travaillé aussi avec les intervenants gouvernementaux, le secrétariat et tout ça. Bon, ça a été très frustrant parce que
vous briefez des gens, vous leur apprenez des choses, etc. Puis après ça, comme fonctionnaire, eux, leur façon de monter, c'est de changer de ministère. Donc, oui, c'est pas... il y a quelque chose d'un peu frustrant là. Mais le projet a abouti à des propositions de loi qui se sont rendues jusqu'au dernier vote. Hein, et c'était donc en 2009, ça, que ça a été... Alors là, on espère que peut-être ça va être voté, mais à chaque fois, il y a eu un changement de gouvernement qui a fait que... donc, c'est un travail que j'avais essayé de faire avec d'autres, en se disant, bon, ben, on essaye d'avoir un travail appliqué, hein, avec ça. Et il y a deux choses, c'est un peu décevant de voir que tant d'années après, voilà, c'est pas mis en route. C'est décevant de voir qu'on n'a pas pu ouvrir, comme je disais, l'histoire des crèches, l'anonymat, qu'on n'a pas pu le faire lever. Enfin, ça, c'était ma position. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et d'un autre côté, c'est pas désespérant, ça va peut-être passer, mais ça demande tout ce temps-là, hein, tout ce temps-là d'investissement. Voilà. Et donc, je suis passée après à travailler sur ce qui m'avait frappé dans l'adoption internationale et dans l'adoption d'anthropologie. Et après cette expérience d'Haïti, surtout, l'adoption en termes anthropologiques, c'est très bien, on s'échange les enfants, ça rapproche les parents, les familles, etc. Non, 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 ce n'est pas une rupture, au contraire, ça crée des liens. Bon, c'était beaucoup plus l'ouvrage comme Suzanne Lallemand, enfin, toutes ces sociétés qui utilisent la circulation d'enfants pour en fait créer des liens entre les adultes, hein, et où c'est pas du tout ça. Et je me suis dit que ce que j'avais vu, ben c'était pas ça, et que dans certaines fois en adoption internationale, on a aussi de la capture. Et qu'il y avait des tas de sociétés qui avaient travaillé sur toutes les sociétés amérindiennes, enfin, piquaient des enfants après les guerres, les adoptaient comme les leurs. Je veux dire, toute l'Amérique du Nord, du Sud fonctionne à la capture d'enfants. Enfin, bon. Après des guerres. Bon, bien. Donc la capture, ça existe. Ce qui m'avait frappé aussi en adoption internationale, c'était quand même le paradoxe. Ça s'est développé surtout après la Deuxième Guerre mondiale, hein, l'adoption internationale. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des Allemands qui étaient les anciens ennemis, hein, des enfants allemands. Ça continue avec la guerre de Corée, ça continue avec la guerre du Vietnam, c'est-à-dire on adopte les enfants de nos anciens ennemis ou de nos ennemis. Hein. Donc ça m'a amené à l'adoption par capture, enfin une réflexion sur comment intégrer l'enfant de l'ennemi et aussi à la capture et à l'enfance sans péril. Bon, c'est beau. Bon, je peux continuer sur enfance en péril ou c'est... Il reste 5 minutes, je peux... Oui. Alors, ça m'a amené à... Alors que, vous voyez, la première chose que j'avais éditée sous la direction de Chantal Collard et Bernard Salvin d'Anglure, mettez-le sur le site, s'il vous plaît. Les enfants nomades, ça touchait beaucoup plus la circulation dont j'ai parlé, la circulation donc, qui rapproche les gens, les adultes, etc. Bon. Là, avec Isabelle Leblic, un autre numéro d'Anthropologie Société s'appelle Enfance en péril. Bon. Où donc, on a travaillé un petit peu sur le fait que, bon, il y a aussi de la capture, il y a des inégalités flagrantes à la base de l'adoption internationale. Et il y avait... Donc, on a travaillé sur... c'était peu après, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait quand même des enfants enlevés en Argentine. Hein,
les militaires avaient ramassé pas mal d'enfants qu'ils avaient donnés à d'autres. On sait depuis qu'en Espagne, ils ont fait la même chose, qu'ils ont enlevé pas mal d'enfants que pour les donner à d'autres familles, aussi sous le franquisme. Et après, jusqu'aux années 70, donc ça se faisait. Et il n'y a pas que le Darfour. Vous avez tous entendu parler de cette grosse affaire où on avait enlevé des enfants qui n'étaient pas adoptables parce qu'ils étaient d'origine islamique. Et certains disaient qu'ils étaient... parce que l'islam interdit l'adoption. C'est un pays c'est une religion qui totalement interdit l'adoption. Vous pouvez être tuteur d'enfants, mais vous ne pouvez pas les adopter. Donc, il y a tout un bassin de population musulmane, où il y aurait eu des enfants, où il y a des enfants, etc. Il y a des enfants qui sont à la recherche de parents et tout ça. Vous pouvez être tuteur, mais vous ne pouvez pas les adopter. Donc, c'était en partie l'histoire du Darfour, c'était comment les faire passer pour des médicaux, les enlever. Et puis, bon, c'est un cas critique, mais qui montre très très bien. Il n'y a pas assez d'enfants en adoption internationale maintenant. Vous le savez, il n'y a pas du tout assez d'enfants en adoption internationale. Donc, contrairement à ce qu'on pense, tout le monde dit qu'il y a des enfants qui sont dans le besoin, mais ce sont des enfants souvent plus âgés, alors que c'est des bébés dont on veut. Et puis, à part les crises et les guerres, beaucoup de pays qui ont donné, comme maintenant la Chine, émettent des restrictions très très importantes sur à qui ils donnent, par exemple, à qui ils donnent. En Inde, maintenant, ils essaient de replacer les enfants dans la population. L'Inde est un bassin aussi. Ils essaient de le replacer dans leur pays parce qu'il y a quand même de la honte associée avec l'adoption internationale. Donc on voit aussi des pays avoir d'autres politiques, ce qui fait que ça change. Voilà. Donc il n'y a pas assez d'enfants en adoption internationale. Alors il y a ça. Donc cette réflexion était à la fois sur ça, sur aussi le fait de l'histoire des enfants et de ne pas connaître leurs origines. La question des origines a été importante dans ce numéro aussi, parce que en parenté, c'est très important de savoir d'où l'on vient et pour son identité, très très important. Et bon. Donc on a traité aussi de la question de l'identité, et puis enfin on a eu des articles, un article entre autres sur l'inceste aussi. Voilà. Donc c'était un numéro sur à la fois, oui, il n'y a pas que l'adoption qui se passe bien, il y a la capture, à la fois une réflexion sur tous les organismes internationaux et sur leur vision de l'adoption internationale, qui ne tient absolument pas compte de comment les différentes cultures voient l'adoption et voient... c'est bafoué. J'avais vu ça en Haïti, c'est complètement bafoué. Donc c'était une réflexion sur tout ça. Et aussi, ils le font, ces organismes internationaux, au nom d'un bien-être de l'enfant qui semble être universel. Il y a un bien-être de l'enfant qui est universel comme ça. Et c'est un concept tellement flou, le bien-être de l'enfant, qu'on peut l'utiliser un peu à toutes les sauces. Est-ce que c'est mieux d'être élevé par des parents riches ? Etc. On peut. Donc c'était une dénonciation finalement d'un impérialisme visible en adoption internationale qui ne tenait compte d'aucune des cultures et qui était. C'est ça. Donc une critique de ça, et aussi une reconnaissance qu'il n'y a pas que nous qui faisons ça. C'est quand même intéressant que... ce dont j'ai parlé, c'est quand même intéressant que l'adoption internationale est alimentée pendant des années par la guerre de Corée, par la guerre du Vietnam, par la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on adopte ces enfants orphelins par la suite, n'est-ce pas ? C'est pas exactement comme les sociétés amérindiennes, mais c'est pas très loin. Finalement, suite au conflit, on adopte aussi des enfants de populations qu'on combat.